Il a été retrouvé non loin de cette voie ferrée dans la banlieue parisienne. Nu, agonisant, bâillonné, sauvagement torturé. Une fille aguicheuse, une fille qui fait du rentre-dedans. Cette fille lui a bien plu parce qu'elle était très séduisante et donc Ilan a donné son numéro. En l'espace de quelques heures, il bascule d'une vie dans le meilleur des mondes à l'enfer. Ils l'ont affamé, ils l'ont réduit à l'état d'animal. Et la séquestration d'Ilan va être un calvaire. Ce sont des gens assez misérables, dans le sens crapuleux. C'est un petit voyou, sans grande envergure. Il y a lui qui a commis le pire, dont il s'honore quasiment, et puis les autres. On peut imaginer un accident, on peut imaginer ce qu'on veut, mais dans le Paris de ce mois de janvier 2006, on ne peut pas imaginer que son enfant ait été enlevé, et surtout pour quelle raison. Il dit qu'il est l'auteur de ce crime et qu'il a commis ce crime parce qu'il s'agissait d'un jeune juif. On ne trouve pas chez tous les autres accusés quoi que ce soit qui explicitement renvoie à quelque chose d'antisémite. Plus une affaire paraît extraordinaire, plus il faut tenter de la traiter de manière ordinaire. Quand vous êtes directeur d'un service, que vous apprenez que l'otage est mort, c'est la mise en évidence d'un échec. Dans quelques années, la moitié des protagonistes seront libres. Et ça a un côté insupportable. Nous sommes le 20 janvier 2006 à Paris. Il fait très froid, les températures avoisinent les moins 5 degrés. C'est un vendredi. C'est la soirée de Shabbat et Ilan Halimi est avec sa famille. C'est le repas familial traditionnel où tout le monde se retrouve. Ils échangent sur leur journée, leur semaine. Ilan Halimi, c'est le petit dernier de la fratrie. C'est le seul garçon. Il est un peu couvé, en fait. Il est très agréable, il est très serviable avec sa maman, avec ses sœurs. Et ce soir-là, il reçoit un coup de fil. Il est contacté par Yalda, qui est une ravissante petite poupée, toute ronde, toute brune, vraiment très jolie. Comme tous les garçons de son âge, même s'il est fiancé, il a envie de passer une soirée agréable et je pense qu'il est très, très, très attiré par Yalda. Ça fait quand même 2-3 jours qu'il l'a rencontrée. Il en a parlé à ses copains. Vraiment, le coup de force et de séduction de Yalda a bien fonctionné sur lui. Et elle lui donne rendez-vous dans un café de la place d'Orléans. Et il lui dit « Ok, on se retrouve là-bas à 10h. » Il sort. Dans son esprit, il s'agit de rencontrer une jeune femme qui est plutôt séduisante. Un rendez-vous galant, comme un jeune homme de 23 ans dans le Paris du début des années 2000. Il va se rendre au lieu de rendez-vous qui est un café de la Porte d'Orléans. Ils sont tous les deux au café, ils passent un petit moment agréable ensemble. Elle continue en fait son opération de séduction commencée 3 jours plus tôt. Lui, il est bien dedans aussi. Je pense que les choses sont claires. Elle lui donne rendez-vous, il sait très bien pourquoi il y va. Il la drague. Il voit une jeune femme qui est jeune, qui est seule, qui est sympathique, qui est séduisante. Et donc, il est vendeur de téléphonie, il n'y a pas de raison, il n'a pas d'ennemis. Il est plutôt apprécié, donc il n'a aucune raison de se méfier.
Elle lui propose d'aller boire un dernier verre chez elle. Donc il lui dit bien sûr, avec plaisir. Il est sans doute content que voilà, la soirée se poursuive avec une jeune femme. Après le café de la Porte d'Orléans, Ilan monte dans la voiture. Je ne sais pas où est sa fiancée à ce moment-là, mais comme plein de jeunes garçons, il se prépare à avoir une soirée non pas extra-conjugale, mais avec une jeune fille qu'il vient de rencontrer. Je crois qu'Ilan, on voit à ce moment-là que c'est un garçon comme tous les garçons de son âge. Ils arrivent à Sceaux, à 6-7 km de là, et ils se garent sur le parking de la Coulée Verte. Elle lui dit qu'elle habite là, elle lui montre un appartement. Elle l'emmène dans une rue qui n'est pas très bien éclairée. Lui, il est toujours assez pressé, je pense, d'aller chez elle. Il se dirige lentement vers ce bâtiment. Et à ce moment-là, elle prononce la phrase qu'elle a mis au point avec ses complices « J'ai égaré mes clés ». À ce moment-là, 2 malabars sortent des fourrés, ceinture le malheureux Ilan qui n'arrive pas à se débattre. Alors elle, Yalda, elle s'écarte. Une troisième personne est là et observe la scène. Et Ilan Halimi se fait mettre à terre. Il y a des cris quand même qui sont entendus dans la résidence, puisqu'il y a des gens ensuite qui diront avoir entendu ces cris. Ils n'arrivent pas à le bâillonner, ils essayent de l'endormir, et in fine, il se retrouve dans le coffre de la voiture. Et il est transféré à la cité de la Pierre Plate, à Bagneux. Ceux qui seront les geôliers sont déjà prêts. Il y en a un qui attend dans le hall. Les autres étaient déjà dans l'appartement. Ils se demandaient quand est-ce qu'allait arriver le fameux colis qui se révèle être une personne, Ilan Halimi, qui est bâillonnée, qu'on monte dans l'appartement. Il est jeté dans une chambre saucissonnée et il se retrouve avec des geôliers et il ne comprend pas ce qui lui arrive. En l'espace de quelques heures, entre 10h du soir et 1h du matin, il bascule d'une vie où pour lui tout allait bien, vraiment une vie dans le meilleur des mondes, à l'enfer. Le 21 janvier 2006, qui est le lendemain de l'enlèvement, son entourage s'inquiète parce qu'il n'a pas donné de nouvelles. Sa petite amie ne l'a pas vu rentrer. Elle le cherche, il n'y a plus de voiture. Elle s'inquiète beaucoup, elle passe plein de coups de fil, elle lui a envoyé pas mal de messages, resté sans réponse. La famille est dans l'inconnu. Est-ce qu'il y a eu un accident? Qu'est-ce qui a pu se passer? Elle est loin d'imaginer qu'il s'agit d'un enlèvement. Et donc ils se mettent tout l'après-midi à appeler les copains, à appeler les hôpitaux et aucune trace d'Ilan nulle part. Ils laissent je ne sais combien de messages sur son répondeur. Ils n'ont absolument aucune nouvelle. Rien jusqu'au soir. À 19h05, ce samedi, Moni reçoit un coup de fil. C'est le coup de fil qui va tout faire basculer. C'est une voix masculine à l'autre bout du fil, d'un numéro qu'elle n'identifie pas, et qui lui demande de se connecter à une adresse internet et qui lui donne un mot de passe. Elle appelle évidemment le beau-frère d'Ilan. C'est lui qui va ouvrir ces 2 messages. Le premier, c'est l'annonce que Ilan a été kidnappé, avec une demande de rançon d'un montant de 450 000 €. Le deuxième mail, lui, est terrible pour la famille, puisqu'il s'agit d'une photo d'Ilan Halimi, le visage recouvert de scotch gris, avec un espace laissant juste passer son nez. On voit que des coups ont été portés. Un revolver plaqué sur sa tempe gauche, et l'édition du Parisien de ce jour, ce samedi 21 janvier 2006, plaqué contre lui devant lui. Ruth Halimi dit il faut appeler le papa d'Ilan. Il faut appeler Didier. Ils sont divorcés depuis très longtemps. Mais là, elle sent que quelque chose se joue de trop grave et qu'elle ne va pas pouvoir être seule à gérer cette histoire. Didier vient tout de suite chez elle, dans le 12e. Ils se donnent rendez-vous en bas de l'appartement. Et Didier a le réflexe de dire on va à la police tout de suite, on va au commissariat. La famille, du coup, décide de se rendre au 36 quai des Orfèvres, là où se trouve la célèbre crime, la police judiciaire. C'est inimaginable, enfin, on peut imaginer un accident, on peut imaginer ce qu'on veut, mais dans le Paris
de ce mois de janvier 2006, on ne peut pas imaginer que son enfant ait été enlevé, et surtout pour quelle raison. Nous sommes dans la soirée du samedi 21 janvier 2006. En qualité de directeur, je suis prévenu immédiatement. Lorsque l'on a connaissance de cet enlèvement, la première des choses qu'il faut mettre en place, c'est de connaître le profil de la victime, lui faire ce qu'on appelle une tranche de vie, pour éventuellement trouver une raison à cet enlèvement. Ilan Halimi est un jeune homme de 23 ans qui se trouve à un tournant de sa vie. C'est un fils charmant, présent, mais en même temps, il commence un petit peu à s'émanciper de cette famille assez religieuse, pratiquante. Et puis à tourner ses yeux un peu vers ailleurs, à essayer de se rapprocher de son papa, dont il était un peu éloigné. Il vit en couple avec une jeune femme depuis 2 ans, qui elle-même travaille dans l'immobilier. Lui a suivi une formation d'agent immobilier. Donc là, il y a quand même une question qui devrait se poser, c'est pourquoi demander une telle rançon à une telle famille ? Il n'y a pas eu d'enlèvement, je crois, en France depuis l'affaire du baron Empin. Et le baron Empin, il était riche et il y avait une raison, en tout cas pécuniaire, de vouloir enlever un baron. Ilan Halimi, il gagne 1 200 € par mois. Sa mère est secrétaire. Ils sont dans un appart de location depuis des années qui fait 60 ou 70 mètres carrés. C'est quoi le mobile ? Est-ce que c'est un joueur ? Est-ce que c'est une dette de jeu qui a une histoire de jeu qui a mal tourné ? Est-ce qu'il a des ennemis ? Nous faisons une enquête dite de voisinage pour savoir ce qui s'est passé avant l'enlèvement. Nous apprenons que Ilan Halimi travaille ponctuellement ou occasionnellement dans une boutique de téléphonie du boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Et il y a un ami qui va dire que quelques jours avant, Ilan a rencontré dans une boutique une jeune femme. Très jolie, 16-17 ans. Assez magnétique. Elle est rentrée dans sa boutique pour lui demander des renseignements à propos d'un téléphone portable. Et puis cette fille lui a bien plu parce qu'elle était très séduisante et donc Ilan a donné son numéro. La jeune fille qui nous a été décrite dans un premier temps par le collègue direct de Ilan est également venue dans ces boutiques de téléphonie, puisqu'il existe plusieurs boutiques de téléphonie boulevard Voltaire. La description qu'il nous donne est exactement la même, notamment une fille aguicheuse, une fille qui fait du rentre-dedans. Cette fille nous apparaît comme étant un appât, comme étant quelqu'un qui est venu spécialement boulevard Voltaire dans plusieurs boutiques afin d'obtenir un rendez-vous avec une personne et de l'attirer dans un lieu où il sera possible pour ses complices de l'enlever. Et donc à ce moment-là, c'est un début de piste à la fois sur la mauvaise rencontre, la genèse de l'enlèvement, et deuxièmement, ça évidemment, alors maintenant on le fait dans toutes les enquêtes, mais ça met l'accent sur la téléphonie. Les résultats donc techniques des données téléphoniques nous permettent de savoir que le téléphone de Ilan a borné pour la dernière fois dans cette ville de Sceaux du département des Hauts-de-Seine à minuit 44. Ils vont aller là-bas, à Sceaux, ils vont chercher, ils vont en effet trouver sa voiture. Ilan Halimi sur le parking de la Coulée Verte, puis ils vont gratter autour, ne sachant pas qu'en fait ils ne sont pas là où il faut être. C'est-à-dire que ça c'est en effet le lieu de l'enlèvement, mais c'est pas le lieu de la séquestration et donc ça va patiner. Il a été séquestré depuis 48 heures dans cette cité de la Pierre Plate. Il a été enlevé il y a 48 heures. Il n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Mais la séquestration d'Ilan va être un calvaire.
Les geôliers sont terrorisés à l'idée qu'on entende quoi que ce soit, puisque toute la cité sait que l'appartement est vide. Donc il ne faut pas qu'on entende de bruit, il ne faut pas qu'on les voit rentrer et sortir. Ilan va très vite être bâillonné pour ne pas crier, ne pas attirer l'attention. Ils le déshabillent, ils lui mettent du scotch autour du visage. Donc ils vont lui faire un petit trou au niveau du scotch qui a été posé sur sa bouche pour pouvoir lui mettre une paille, l'hydrater et lui donner à manger. Ce sont des gens assez misérables, dans le sens crapuleux. Et donc, ils s'ennuient. Et comme distraction, ils peuvent s'en prendre et insulter celui qu'ils détiennent. Ils l'ont affamé, ils l'ont réduit à l'état d'animal. Et puis, les choses prennent une tournure effroyable. Ils lui ont écrasé des mégots sur le front, ils l'ont tailladé parce qu'ils trouvaient qu'il se plaignait trop. Ilan est obligé d'uriner sur lui-même, de déféquer. Il a très très peur. C'est quelqu'un qui était parti au départ de chez lui, quittant sa sœur et sa mère après un bon Shabbat pour passer une soirée agréable avec une jeune femme et qui se retrouve cité de la Pierre Plate à Bagneux dans un appartement où il est incapable de savoir ni où il est, ni avec qui il est, ni ce qui lui arrive en fait. Pour lui, dans sa tête à ce moment-là, c'est l'horreur absolue. Parallèlement à toutes ces investigations, nous commençons à avoir de plus en plus de renseignements sur le portable téléphonique de Ilan. Ils retrouvent le numéro avec qui Ilan a échangé pour le rendez-vous. Ce numéro de téléphone ne donnait rien quant à l'identification de celle qui le possède. En revanche, ce numéro révèle d'autres appels. Et il remonte à quelqu'un qui a été appelé régulièrement de ce téléphone, qui se trouve être lui aussi un vendeur de téléphonie mobile et lui aussi quelqu'un qui travaille boulevard Voltaire, donc comme Ilan. Et ce qui devient de plus en plus intéressant, c'est que cette personne de suspect va devenir témoin important. Sauf que lui, ce qui va un peu perturber les enquêteurs, c'est que lui ne décrit pas une jeune femme de type oriental, brune, etc. Il décrit une blonde. Mais l'histoire est similaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui est venue, qui lui a fait du rentre-dedans et qui voulait le revoir et qui l'a appelé de nombreuses fois, exactement comme Ilan. Donc là, les enquêteurs, en gros, ont deux informations différentes. Une brune qui a abordé Ilan Halimi et une blonde pour ce fameux Marc, mais un même numéro de téléphone. À partir de ce numéro de téléphone, du coup, ils explorent les appels qui ont pu être passés de ce téléphone et ils remontent sur un autre type qui a été appelé aussi de nombreuses fois à partir de ce numéro, qui s'appelle Jérémy. Étant donné que l'on s'aperçoit qu'il s'agit du même numéro de téléphone, on émet l'hypothèse que ce numéro de téléphone est utilisé par plusieurs jeunes filles servant d'appât auprès d'individus afin de les attirer dans un traquenard tel que cela s'est passé pour Ilan. À partir de ces témoignages de Jérémy et de Marc, les enquêteurs réussissent à dresser une espèce de portrait robot de cette fille qui s'appelle Léa, qui n'a en fait vraiment rien à voir avec la fille qui a été vue la dernière avec Ilan Halimi, mais quand même qui les intéresse beaucoup. Ce portrait robot sera uniquement à destination des services de police et ne sera pas médiatisé. Il faut se souvenir que les ravisseurs ne sont pas censés savoir que la police a été informée. Si le portrait robot est diffusé, ils peuvent éventuellement prendre peur et à ce moment-là, supprimer Ilan. Le fonctionnaire de police du commissariat de Villejuif, à la vue du portrait robot, se fait un rapprochement avec une plainte qui a été déposée auprès de lui
dans son commissariat. 15 jours avant, la personne a indiqué qu'elle avait été abordée par une jeune fille qui s'avère correspondre au signalement et que cette jeune fille lui a proposé de venir chez elle et que lorsqu'il est arrivé chez elle... Tout d'un coup, dans l'escalier, il se prend un coup de massue sur la tête. Mais c'est une force de la nature, il se met à hurler. La chance qu'il a, c'est que des gens l'entendent et descendent tout de suite dans le parking. Et le trouvent quand même menotté à la rampe d'escalier. Donc le rapprochement à la fois physique à partir du signalement de celle qui semblerait être Léa, le fait qu'elle a guiché cette personne et qu'elle l'a amenée à un rendez-vous qui en fait est devenu un guet-apens, atteste de façon de plus en plus certaine que nous avons affaire à la même bande qui a tenté de faire plusieurs enlèvements avant que celui d'Ilan Halimi qu'ils ont réussi. Au 36 quai des Orfèvres, c'est la panique à bord. Déjà, la demande de rançon est énorme, 450 000 € à réunir comme ça pour la famille Halimi, qui n'est pas une famille qui roule sur l'or. C'est en fait mission impossible. Donc dès qu'on a connaissance d'une demande de rançon, la circulaire dite Bouvier établit de grands principes. Comme objectif, on a ne pas verser la rançon. Les policiers mettent en place une cellule de crise et une cellule d'écoute et d'assistance pour les coups de fil autour du papa. Ils expliquent que ce qu'ils souhaitent, c'est avoir un contact avec le ravisseur, établir le contact et puis ensuite remonter le fil. Ils ont l'air assez confiants en fait. Il rentre dans le système technique mis en place et donc il est convaincu qu'il faut gagner du temps pour permettre aux services de police de mettre en place tout le dispositif et surtout de recueillir le maximum d'informations permettant de déterminer le profil des ravisseurs. Donc c'est pour ça qu'on demande de leur dire que c'est un montant élevé, qu'il faut un certain temps pour la réunir, qu'il faut avoir l'accord de certaines banques pour pouvoir disposer des fonds, que ces 450 000 € en l'occurrence ne peuvent pas être trouvés très rapidement. Dans cette négociation, il y a des choses qui vont être assez étonnantes. Il y a beaucoup d'appels, énormément d'appels, beaucoup de contacts dès le début. Et la manière de faire aussi du ravisseur dans son contact avec M. Halimi est assez surprenante. Ce sont des propos assez incohérents. Ce sont des propos où tantôt la rançon est 450 000, tantôt elle est baissée. Tantôt il y a des demandes d'acompte. Il y a des propositions de rendez-vous qui ne sont pas suivies des faits. Et donc c'est inquiétant parce qu'on voit qu'on n'a pas quelqu'un de structuré. Il perd son sang-froid et rapidement en fait il va menacer extrêmement violemment M. Halimi en lui disant qu'il va faire du mal à son fils, en lui décrivant les sévices qu'il va infliger à Ilan. Et puis surtout, quand vous avez quelqu'un qui se livre à un enlèvement, la première pensée, c'est la sécurité de l'otage. Or là, vous avez quelqu'un dont le déséquilibre, finalement psychologique, est inquiétant pour les réactions qu'il peut avoir, d'autant qu'il est violent pour la survie de l'otage. Le mardi 24 janvier, rue Prokofiev, Ilan Halimi n'a plus rien qu'un peignoir qui lui est fourni et un drap. Et il reste toujours avec son scotch sur la bouche, toujours menotté dans l'appartement. On s'occupe de lui, il y a plusieurs voix différentes. Ilan Halimi ne connaît pas ses geôliers, mais ses geôliers ne le connaissent pas plus. Un chef qui se dessine un petit peu en la personne d'Oussama, appelé Oussama par d'autres, par les geôliers. Tout le monde ne sait pas qui il est en fait. Tout le monde ne connaît pas son vrai nom. Tout le monde ne sait pas exactement d'où il vient. On le connaît comme ça, de loin. C'est une figure un peu connue de la cité, mais sans plus. Ils ont tous eu des petites promesses à droite à gauche. On leur a dit, toi, tu vas pouvoir t'acheter ton scooter, toi, tu vas pouvoir partir en vacances, toi, je vais te donner ça, je vais t'acheter une paire de bottes. Mais on leur a pas expliqué quel était le but criminel
de cette séquestration. Les jours passent, la rançon n'arrive toujours pas. En fait, le projet mis en place capote, en réalité. Et d'ailleurs, un des geôliers craque. Lui, il veut absolument que ça se termine, il veut que la personne soit libérée, et puis il veut arrêter de participer à cette histoire. Donc il décide de partir, et puis on lui fait comprendre à un moment donné qu'il a dit oui et qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. Donc on tente de lui faire comprendre qu'il doit rester, et puis il va quand même partir. C'est à ce moment-là, plutôt, que les autres commencent à prendre conscience de la gravité des faits. Donc ça va entraîner à la fois une escalade de la violence verbale et une escalade de la violence physique qui va se traduire par des coups. Un des geôliers va écraser une cigarette sur le front. Il y aura des insultes évidemment à caractère antisémite. Et donc oui, les conditions de détention, au fil des jours, s'aggravent parce que les geôliers sont de plus en plus frustrés, de plus en plus tendus, de plus en plus énervés, et ils le font payer à l'otage. Le 29 janvier, il se produit un fait important, que là aussi peut-être les enquêteurs n'ont pas apprécié à sa juste valeur, c'est qu'on va comprendre, en tout cas on pourrait comprendre, on devrait comprendre, la motivation des ravisseurs. Nous sommes le dimanche 29 janvier 2006. Je me rends à une soirée de bar mitzvah, qui est une très belle soirée où tout le monde est dans la gaieté, dans la joie. Et c'est dans cette ambiance heureuse que, à peine sorti de cette soirée, je me rends compte que 3 messages sont arrivés au cours de la soirée. J'interroge mon répondeur. Et là, chaque message me semble être plus difficile à entendre que le premier. 29 janvier, à 22h05. Allô, bonsoir. Il y a un juif qui a été kidnappé. Vous êtes avec vous. Il faudra aller, pour avoir une preuve de ce que je vous dis, dans le 6e arrondissement, rue Sainte-Beuve, au 3. Et aucun dérapage ne sera toléré. Et en gros, le message c'est « Nous avons enlevé un juif, vous les juifs, vous êtes solidaires et vous avez de l'argent, cotisez-vous pour payer la rançon. » Est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est quelque chose de réel? Si c'est un canular, évidemment, il était de mauvais goût. Et si c'était vrai, ce serait évidemment dramatique. Moi, je prends en fait ça très au sérieux. Je vais immédiatement au bureau de la police judiciaire du 17e arrondissement pour essayer de rencontrer l'officier de service. Les fonctionnaires de police qui l'accueillent au commissariat préviennent immédiatement le 36 quai des Orfèvres. La brigade criminelle dépêche un équipage qui va récupérer le rabbin. On traverse tout Paris. Et en arrivant au quai des Orfèvres, là il était au moins 2h30 du matin, quand même. Première des choses, il me montre la photo. Et il me dit « Est-ce que vous connaissez ce jeune homme ?» Je me souviens très bien, il est venu vers moi en me disant « Un jour, mon rêve c'est de vivre en Israël. Et avant d'y aller, j'aimerais bien étudier un peu à la Torah avec vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je pourrais le faire ?» Évidemment, je lui ai immédiatement ouvert les bras en disant « Baruch haba, tu es le bienvenu quand tu veux, il suffit de m'appeler. » Je lui laisse mon numéro de téléphone et c'est sans doute ce numéro qu'ils ont trouvé dans ses papiers ou dans son portefeuille qui a valu que je sois appelé. À partir de l'adresse qui est indiquée, rue Sainte-Beuve dans le 6e, les services de police découvrent dans la boîte aux lettres une enveloppe contenant une cassette audio. Sur la cassette, c'est la voix d'Ilan Halimi, faible,
où il a des difficultés à prononcer les paroles, demande à ce que les services de police ne soient pas avisés, que ses geôliers lui ont porté de nombreux coups, et il demande donc à ce qu'il soit libéré le plus rapidement possible par le versement d'une rançon. Il y a la voix d'Ilan qui retentit, qui est un appel au secours, déchirant à sa mère, qui reste pour moi un des souvenirs les plus émouvants de ma vie d'avocat. Ça fait 9 jours qu'il est détenu. Maintenant, Ilan Halimi, les messages reçus sur le téléphone portable de la famille, et notamment du papa, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. L'impatience commence vraiment à générer la panique dans tous les camps, et chez les policiers, et chez les ravisseurs, et chez la famille d'Ilan Halimi. Et donc là, on entend notamment des insultes et des violences du genre « je vais le brûler, tonton, je vais brûler ton fils ». Je l'aide du mieux que je peux à tenir, parce que cet homme est solide, mais c'est un père, et c'est un père blessé dans sa chair. Et à partir de là, il a beau être solide, on a du mal à imaginer la douleur, enfin ce que ça peut représenter pour un père d'être au téléphone avec le ravisseur de son enfant et d'entendre toutes ces horreurs. Nous sommes le mercredi 1er février. La capitale est en fait investie de policiers dans tous les lieux où on a identifié qu'un appel avait pu être passé par les ravisseurs. Donc les cybercafés, les taxiphones, les cabines téléphoniques. Il y a plus de 400 policiers qui sont répandus un peu partout. L'attente se déroule et à un moment donné, un message est émis. Il nous a fallu 2 minutes pour savoir d'où venait le mail qui avait été envoyé. L'adresse est vite localisée par les fonctionnaires de police, mais ils n'ont pas de fonctionnaires à proximité immédiate. Donc ils font appel à d'autres fonctionnaires et à la maréchaussée en question, qui se dirige aussitôt sur les lieux, mais qui ne sait pas ce qu'elle va chercher. Donc qui entre dans un immeuble plutôt que d'entrer dans un cybercafé. Et qui du coup passe à côté de ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire le ravisseur. Ils sont passés à 2 doigts de l'arrêter d'ailleurs, ils l'ont croisé avec sa capuche et ils n'ont pas vu que c'était lui. Les policiers du coup se rendent dans le cybercafé de la rue Poirier de Narcelles et ils explorent un peu les caméras de vidéosurveillance du lieu, puisqu'il y en a, et ils tombent sur un cliché représentant un homme de couleur noire avec une capuche sur la tête, une écharpe qui lui couvre le bas du visage. Le 6 février, donc on est quand même très loin dans la détention, hein, ça fait plus de 15 jours. Le chef du gang des barbares va finalement accepter un rendez-vous physique. Donc c'est une occasion... une opportunité unique. Et nous sommes vraiment heureux. Il y a quelque chose, vraiment, l'atmosphère change. On se dit que là, ça y est, on tient quelque chose et on va avoir une possibilité de récupérer Ilan sain et sauf. Les ravisseurs vont à ce moment-là fixer un rendez-vous dans la matinée au métro Châtelet. C'est une station avec 50 000 entrées et correspondances, ce qui nécessitera un gros dispositif policier. Ils se mettent en place, donc vous imaginez, il y a 250 mecs qui sont la crème de la police française, au hall, au milieu de je ne sais combien de touristes, d'anonymes, de Parisiens. Ils attendent, ils sont avec leur talkie-walkie, ils sont en planque. Le père d'Ilan Halimi est là avec sa mallette, avec des vrais billets, des faux billets en dessous. Il reçoit un nouvel appel téléphonique et son interlocuteur, toujours le même, lui demande de se rendre à la bouche de métro de la place de Clichy. Redéploiement, toutes les équipes qui se déplacent, qui vont place de Clichy, même salade, même scénario, ils attendent. Le père d'Ilan, qui n'a pas vu son fils depuis 15 jours, qui sait qu'il est torturé, qui a reçu peut-être à ce moment-là 400 ou 500 appels, qui est dans un état de fatigue nerveuse absolument terrible.
Il arrive une fois de plus avec sa mallette, et même topo, le chef du gang des barbares appelle. Le ravisseur va encore changer d'avis, puisqu'il va demander à Didier Halimi de se rendre à Bruxelles afin de pouvoir remettre la rançon. Le ravisseur n'est plus du tout... Il change sans arrêt. Tout s'enlise, il tourne en rond, il demande un peu tout, n'importe quoi. Et puis, on n'arrive plus à avoir un cadrage. Et là, la police dit non. Et la police, en adéquation, en accord avec la psychologue, disent maintenant « ça suffit, on rompt tout contact, c'est fini ». Le 13 février 2006, ça fait 24 jours que Ilan a été enlevé. Les choses se délitent de plus en plus, c'est-à-dire que l'organisation pyramidale mise en place par le chef du gang est un peu mise à mal, un peu fragilisée, et elle se détruit petit à petit, ça s'écroule tout ça. Donc il doit enlever Ilan de là, le sortir de la cité et débarrasser tout le monde de ce paquet encombrant. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Relâcher l'otage ou supprimer l'otage. Ils le prennent, ils décident de le raser entièrement, de lui passer de l'alcool à 90 pour soi-disant enlever toutes les traces d'ADN. Le chef du gang, il trouve une voiture et se débrouille à 5h du matin. Il demande aux 3 geôliers qui continuent à l'aider de transporter l'otage dans la voiture qui a été volée. Il est enroulé dans une couverture dans le coffre et l'auteur de tout ça s'en va en voiture et rejoint à plus d'une vingtaine de kilomètres de là un petit bois à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le chef des ravisseurs le sort du coffre, il enlève la couverture. Il le jette au milieu d'un bois, nu. Donc on est le 13 février. Le 13 février, il fait 5 degrés. Ce bois est humide. Ce qui est certain, c'est qu'il a pris des coups de couteau, 4 coups de couteau. Plusieurs au niveau du cou et un à la hanche. Et qu'ensuite, il l'a aspergé d'alcool à brûler. Il a essayé de le brûler vif, il l'a laissé prendre feu, puis il est parti le plus vite possible. Il s'en est débarrassé en réalité. Et ce qui est terrible, c'est que malgré ça, il est vivant. Ilan trouve encore la force à ce moment-là de ramper jusqu'à la voie de chemin de fer de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan va pouvoir se traîner pendant peut-être 150 mètres pour essayer d'aller vers un endroit où il y a de la vie, où il y a des gens. Et il va s'arrêter quasiment au bord de la route, où là il va être inconscient. C'est une automobiliste, Patricia, qui allant au travail emprunte cette route et puis elle distingue une espèce de forme humaine sur le côté qui bouge. Elle n'est pas sûre d'elle, elle ralentit. Et puis finalement, elle se dit que oui, c'est un homme. Et donc c'est elle qui va alerter les secours. L'ambulance va arriver, il va faire un arrêt cardiaque sur place, ils vont le réanimer, et puis ils le conduiront à l'hôpital et il s'éteindra à l'hôpital d'un autre arrêt cardiaque. Et le médecin légiste a conclu à une mort par l'accumulation des tortures et des sévices qu'il avait subis pendant ces 24 jours de détention. Pour ceux qui ont eu à connaître, pour des raisons familiales ou pour des raisons de connaissances historiques, le processus d'extermination dans les camps, la mort d'Ilan est terrifiante. C'est-à-dire qu'il y aura la douche, il y aura le crâne rasé, il y aura ensuite l'homme amené en lisière de forêt, abattu, à l'arme blanche, et le corps brûlé. Et quand vous avez de la famille qui est morte en déportation dans les camps, c'est le cas de 3 sur 4 de mes grands-parents, cette exécution, évidemment, a un écho terrible.
Ruth Halimi, le 13 février, va travailler. Ça fait 6 jours qu'ils n'ont absolument aucune nouvelle du ravisseur. Elle piétine, elle devient folle. Elle prend le journal 20 minutes, je crois, qui est un gratuit. Et elle tombe sur ces 2 lignes, cet entrefilet. Un homme a été retrouvé nu le long d'une voie de chemin de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et là, elle sait. Elle a la conviction que c'est son enfant. Et la confirmation qu'il s'agit de Ilan sera faite lors de la reconnaissance du corps par Didier, le père d'Ilan. Quand vous êtes directeur d'un service, que vous apprenez que l'otage est mort, c'est la mise en évidence d'un échec. À partir de ce moment-là, il est indispensable de diffuser les 2 portraits robots représentant la fameuse Léa, cette jeune fille qui a servi d'appât. Et puis la photo du ravisseur suspecté qui avait été prise dans le cybercafé, et il diffuse tout. Ilan, jeune vendeur dans ce magasin. Pour lui, le rendez-vous galant a été fatal. Lundi, 3 semaines après sa disparition, il a été retrouvé agonisant près de cette gare dans l'Essonne. Torturé, brûlé, le jeune homme est mort peu après. Les enquêteurs ont peu d'éléments, un portrait robot et la photo de l'un des ravisseurs prise dans un cybercafé alors qu'il venait de réclamer une rançon à la famille. Et évidemment, ça fonctionne. Le lendemain, au commissariat de Montrouge, se pointe la fameuse Léa en disant « La jeune femme sur le portrait robot que vous avez dressé, c'est moi ». Alors, elle hésite un peu à dire comment elle est liée à tout ça, mais en réalité, elle est liée à tout ça parce que c'est la petite amie de Jérôme, lequel est le geôlier qui a décidé de quitter tout le monde parce qu'il n'en pouvait plus. Rapidement, ce Jérôme est interpellé. Donc à partir du moment où il est placé en garde à vue, il va parler. Et à partir de là, il y a des interpellations en cascade. Et il y a toutes les gardes à vue et les mises en examen et l'identification de toutes les personnes. Mais ce soir, le chef présumé du gang court toujours. Il s'agit de cet homme de 26 ans qui se ferait lui-même appeler le cerveau des barbares. Ce matin encore, il aurait appelé la famille de Ilan Halimi pour la menacer de mort. Des menaces proférées à quelques heures des obsèques d'Ilan, ici au cimetière juif de Pantin. Près de 500 personnes sont venues rendre hommage au jeune homme, décédé après avoir été torturé sans que l'on sache pourquoi. Et il leur manque une personne que toutes ces personnes interpellées vont donner, en réalité, dont elles vont confirmer l'identité. Et il s'agit non pas de Oussama, comme il a été appelé par les uns et les autres, mais d'un homme qui s'appelle, en fait, Youssouf Fofana. Nous ne l'avons pas trouvé à son domicile. Et très rapidement, on a appris qu'il était reparti en Côte d'Ivoire. Youssouf Fofana a été arrêté la nuit dernière à Abidjan alors qu'il regagnait sa planque, un hôtel du sud de la ville. Sur lui, les policiers ivoiriens qui l'ont interpellé à un barrage ont saisi un passeport vierge et un passeport français. C'est parce qu'il a bien la nationalité française que le gouvernement à Paris pense obtenir son extradition rapidement. Youssouf Fofana, c'est l'enfant de Bagneux, dont la maman est femme de ménage. Le papa a disparu corps et biens. Il a effectivement un casier judiciaire, bien évidemment. Ses faits d'armes ne sont pas extraordinaires. Il n'a pas tué 50 policiers, il n'a pas vendu des kilos de drogue. C'est un petit voyou, sans grande envergure. Youssouf Fofana a besoin de 2 choses pour vivre. Un truc qui lui manque depuis qu'il est tout petit, donc c'est la reconnaissance des autres, et l'argent. La reconnaissance des autres, il ne l'aura jamais. Donc comme il ne l'aura jamais, il décide de se servir des autres comme des outils, en fait. Quelqu'un qui veut exister, qui veut avoir un destin, qui pense que la vie qu'il a ne correspond pas à ses ambitions et qu'il faut qu'il ait plus. Il est ramené en France, garde à vue, et lui, il revendique ses actes. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est l'auteur de ce crime et qu'il a commis ce crime parce qu'il s'agissait d'un jeune juif. Donc lui revendique le crime et le mobile du crime qui serait l'antisémitisme.
Le procès sous haute tension du gang des barbares s'est donc ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs de Paris. Ils sont 27 à comparaître pour l'enlèvement et l'assassinat du jeune Ilan Halimi. L'ouverture de procès s'effectue dans des conditions qui sont très désagréables, c'est le mot, même nauséabondes, puisque moi je suis sérieusement molesté par des jeunes juifs qui sont très en colère, qui me reprochent de défendre Youssouf Fofana. Déploiement de sécurité exceptionnel pour amener au palais de justice Youssouf Fofana et 18 de ses complices. À l'intérieur, face à face rugueux entre les familles des accusés et de jeunes juifs venus manifester en faveur d'Ilan Halimi. Un moment proche du dérapage. Le tribunal est rempli de personnes qui veulent assister, qui font partie de tel ou tel groupe, qui militent un peu partout. Enfin, voilà, il y a plein de groupuscules, de groupes qui sont là et c'est effectivement très tendu. Je sais qu'il y aura beaucoup de bruit et peut-être des polémiques, mais moi, je suis avocat général. J'attends l'audience et je m'y prépare. Plus une affaire paraît extraordinaire, plus il faut tenter de la traiter de manière ordinaire. 2 mois et demi de procès, c'est long, mais en même temps, il y a une telle tension, une telle volonté de bien faire. Le procès va être très éprouvant pour la famille, parce que devoir faire face à ces gens-là, c'est cauchemardesque. Mais Ruth en a besoin de les regarder dans les yeux. Ceux qui ont participé de près ou de loin, ceux qui se sont tus, doivent être sanctionnés. Mais la justice française fera son travail. Malheureusement, c'est la loi du silence qui l'a tué. Et je pense qu'il faudrait que les débats soient publics pour qu'on puisse voir ces jeunes qui ont torturé Ilan et qui l'ont tué parce qu'il était juif. Tout de suite, il y a un gros problème, c'est que l'avocat des parties civiles va demander que le procès ne soit pas à huis clos. Nous souhaitions un procès public. La justice ne peut pas rendre à Madame Halimi son fils. Et donc que le seul souhait de Madame Halimi, c'est que son fils ne soit pas mort pour rien, et que soient tirés des enseignements de ce crime. En tout cas, la cour d'assises a pris une première décision. Le procès se poursuivra à huis clos puisque 2 des accusés étaient mineurs au moment des faits. Le huis clos, quand il y a des mineurs, c'est quelque chose d'important. C'est un des fondements de la justice des mineurs. Et on ne peut pas, parce que c'est l'affaire Halimi, parce qu'on considère que c'est une affaire antisémite, revenir sur ces principes fondamentaux. Et il y a eu cette première bagarre que nous avons remportée, nous, avocats de la défense, et le procès s'est tenu à huis clos. Une fois cet aspect des choses réglé et le huis clos est maintenu, il y a la stratégie de Fofana qui va se mettre au jour, puisqu'il a déjà préparé son premier missile, si je puis dire. Il commence par dire qu'il est né le jour de la mort d'Ilan Halimi. À un certain moment, dans le cours des débats, il va jeter une chaussure. On s'est effectivement pris à travers le visage la chaussure de Youssouf Fofana. Il fait de la provocation permanente. Fofana, il provoque la famille des victimes, il provoque même dans le box là où il est. Bien évidemment, le ton était donné. Ça va de soi. C'était effectivement cruellement calculé. Quelqu'un qui, dépassé finalement par ce qu'il a créé, décide de devenir le personnage de Youssouf Fofana. Se présentant comme un salafiste, et à un moment donné, moi je l'ai interrogé sur l'islam. Il ne sait pas la différence entre un sunnite et un chiite. Sa lecture du Coran est pour le moins rudimentaire. J'ai vécu Fofana comme un accusé que je trouve très pauvre intellectuellement. Le box, en tout cas, presque physiquement, il cherche à se distancier des autres. Vous voyez, il y a lui qui a commis le pire, dont il s'honore quasiment, et puis les autres qui veulent sauver leur peau judiciairement bien davantage que ne le fait Fofana. Le procès va devoir établir les responsabilités de chacun des 27 accusés. Le gang des barbares a fait preuve d'une incroyable cruauté tout au long des 24 jours de détention et dans la mise à mort d'Ilan Halimi. Il y a le père d'Ilan Halimi qui est venu déposer
Quand il arrive dans cette grande cour d'assises, il y a un grand silence et on est tous saisis parce que c'est la première fois que l'on voit et que que son fils, c'était le portrait craché de son père et qu'on a l'impression qu'Ilan Halimi est avec nous. C'est un homme brisé qui est arrivé ce matin à l'audience. Pour la première fois, Didier Halimi, le père d'Ilan, a fait face aux assassins présumés de son fils. Oui, c'est difficile, bien sûr. Et ce monsieur va se mettre à parler et il va raconter ce qu'il a vécu. Et puis à un moment, il se tourne vers le box et il va s'adresser aux accusés. Et il y a pas de haine. C'est-à-dire que ce monsieur va dire je vous regarde avec tristesse, je vous regarde pas avec de la haine. Ben, c'est un moment qui est très très important pour tout le monde, pour tout le monde. Ilan, il est victime de la lâcheté générale, parce que certains se doutaient. Et quand on se doute qu'il y a un garçon qui est en train de mourir, on va s'assurer. Et quand on s'assure, on fait le nécessaire. Il suffisait d'un coup de fil pour dire, écoutez, c'est anonyme, mais allez voir à tel endroit. Et on aurait trouvé Ilan vivant, on ne l'aurait pas retrouvé mort, à moitié mort sur cette voie ferrée. Ça fait 2 mois et demi que tous les jours, nous arrivons à la cour d'assises de Paris. C'est pénible pour tout le monde, l'ambiance devient assez irrespirable, il y a eu des jours épouvantables, et le verdict tombe. Fofana, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Il est évident que l'assassinat lui est imputable. Il a évidemment participé aux séquences précédentes. Il est l'inspirateur. Il a le maximum, perpétuité, peine de sûreté. Il apprendra sa peine à la maison d'arrêt puisqu'il n'est pas présent. Les autres prennent des peines de 5 à 15 ans. Le mobile antisémite va être retenu pour 2 d'entre eux. Pour Fofana en premier parce qu'il le dit lui, il dit « je suis antisémite » et puis c'est retenu pour Zigo qui va faire aussi des déclarations en disant qu'il est antisémite et en le revendiquant haut et fort. Et donc ce sont les 2 seuls qui explicitement, entendons-nous, font apparaître un antisémitisme qui doit être appréhendé comme une circonstance aggravante. On ne trouve pas chez tous les autres accusés, à aucun moment de la procédure et lors de l'audience, quoi que ce soit qui explicitement, j'insiste là-dessus, renvoie à quelque chose d'antisémite, même si dans leur fort intérieur, peut-être qu'ils le sont. Madame Halimi est religieuse, le verdict tombe à Shabbat, elle ne demande aucun privilège. Simplement, elle entend respecter le Shabbat et ne pas venir au verdict, puisqu'elle est représentée. Donc c'est moi qui dois lui annoncer le verdict. Et je fais le trajet en voiture avec mon épouse. Et je me dis, qu'est-ce que je vais dire à cette femme ? D'accord, Fofana est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais celle qui a tiré son fils dans le piège, dans 2-3 ans, va être libre. Elle pourra la croiser dans la rue. Et dans quelques années, la moitié des protagonistes seront libres. Et ça a un côté insupportable. Ruth Halimi, son fils a été enterré à Bagneux. Ses filles et son ex-mari le voulaient ainsi. Ruth, elle, n'avait qu'une obsession, c'était de se dire un jour, ces gens-là vont ressortir et ils vont venir cracher sur la tombe de mon fils. Et je ne veux pas, je veux que mon fils repose en paix. Et donc, elle a décidé d'exhumer, ce qui est quand même d'une violence inouïe, d'exhumer le corps de son enfant pour aller l'enterrer à Givat Shaul, un cimetière en Israël. Et elle m'a dit, et c'est une réponse pour moi que je trouve terrible, elle m'a dit, mais là-bas, au moins, on le laissera tranquille. Ruth Halimi n'a pas fait le deuil, je pense qu'on ne peut pas faire le deuil de son fils, on ne peut pas faire le deuil de son enfant, et surtout le deuil d'un enfant qui a été massacré comme il a été massacré. Un homme de 23 ans a été torturé à mort. En tout cas, moi, en tant qu'individu, je vois pas comment on peut pardonner cela, cette haine gratuite, cette douleur, cette
cette souffrance physique. Mais vraiment, c'est la question de choisir la mort ou de choisir la vie. Et Ruth, elle est du côté de la vie.